La Jeune Chambre économique d'Agen a souhaité organiser l'action Entrevue citoyenne 2.0 pour deux raisons. Donner la possibilité à nos concitoyens de poser les questions aux candidats des législatives. Offrir un cadre et un temps de parole identiques à tous les candidats. Les 13 candidats de la première circonscription de Lot-et-Garonne ont été contactés. Merci à ceux qui ont saisi l'opportunité de s'exprimer pour permettre une campagne plus claire aux yeux de nos concitoyens. Nous vous souhaitons de bonnes entrevues citoyennes. Bonjour Benoît Orissès, Bonjour. représentant Debout la France. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Jeune Chambre économique d'Agen dans le cadre de l'action Entrevue citoyenne 2.0, ainsi qu'au SUA de nous accueillir dans la tribune Lacroix du Stade Armandie. Bonjour Benoît Orissès. Bonjour. Depuis avril 2017, la Jeune Chambre économique d'Agen a recueilli auprès de 4000 citoyens et chefs d'entreprise de la première circonscription de Lot-et-Garonne les questions qu'ils souhaiteraient poser aux candidats aux élections législatives. 5 grandes thématiques ont émergé. Mieux vous connaître, vivre ensemble, les talents de notre territoire, l'économie et diverses questions. Alors, je vous rappelle le principe. 10 questions identiques pour tous les candidats et 15 minutes pour y répondre. Toutefois, nous passerons à la question suivante au bout de 2 minutes. Très bien. Première partie, entretien d'embauche. Pourquoi êtes-vous candidat ? Donc pourquoi je suis candidat? Je suis candidat, on va dire, c'est pour présenter à nos électeurs le choix d'un candidat qui est issu du peuple, parce que je veux dire, je suis fils d'artisan, je suis actuellement enseignant dans le secteur privé, donc je suis vraiment pour moi je pense être le candidat qui va, qui va représenter la majorité des Agenais, des Racois, on va dire, de la première circonscription du Lot-et-Garonne. Je ne suis pas on va dire, du showbiz, des grandes personnalités. Moi, je suis, je pense, quelqu'un de humble et je représenterai les concitoyens du mieux que je peux, avec courage, parce qu'il en faut, et persévérance. Merci. Nous allons jouer avec des questions fermées. Le principe, un choix possible, un joker et pas d'argumentation. Première question, hier ou demain ? Demain. SUA ou Prenot chaud? Question difficile. Question difficile. Ah. Là, vous me posez une Un question. joker possible. Oui, on va dire joker, parce que Ok. je n'arrive pas à me décider. LGV ou aéroport ? Plus aéroport peut-être. Soir ou matin? Soir. Moralité ou légalité ? Moralité. Boulevard de la République ou au Green? Boulevard de la République. Radio ou télé ? Radio. Ducournau ou Cap Cinéma? Cap Cinéma. Agenda papier ou agenda numérique ? Agenda numérique. Taxi ou Uber? Taxi. Merci. Merci. Deuxième partie, vivre ensemble. Les sondages présentés lors de l'élection présidentielle ont révélé la sécurité comme principal sujet de préoccupation des Français. Cette semaine, un réseau de terroristes a été démantelé dans notre département. Comment pensez-vous pouvoir accompagner l'action du gouvernement et les élus locaux dans cette nouvelle menace à laquelle nous devons faire face ? Effectivement, c'est d'ailleurs une des causes aussi de mon engagement. C'est vraiment la sécurité des Français. On va dire que peut-être que dans nos campagnes, on ne se sent pas concerné par ce qui se passe, parce qu'on est un peu éloigné du cœur de ce problème. Mais quand bien même, on peut voir actuellement que même dans notre département, on a ce problème grave qui s'implante. Je pense qu'on est là, un élu, je ne suis pas encore, mais j'espère, doit penser à la protection effectivement de la population avant tout. Et pour protéger la population, il faut contrôler. Donc malheureusement, il faut
il faut contrôler davantage nos frontières. Il faut comment dire, contrôler peut-être un peu plus, qu'il y ait de contrôle dans la rue. Moi, je suis prêt dans la rue à présenter mon identité pour savoir qui je suis. Après, on sait que ces terroristes, on va dire qu'ils ont une identité si ciblée, on va dire. On sait qui ils sont, on sait d'où ils viennent. Donc, je pense qu'il faut tout mettre en œuvre. Comment dire, tout mettre en œuvre pour réduire le risque d'attentat par des actions que nous défendons à Debout la France, comme signer une charte par exemple avec les imams où on va bien cadrer un petit peu ce qui se dit dans les mosquées, donc là on revient sur un petit peu la moralité. Il y en a d'autres actions, il y en a plein à faire. C'est vraiment un gros chantier. Merci. Question numéro 4. Selon le Conseil national de l'Ordre des médecins, notre département compterait 108 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Plus mal loti des Néo-Aquitains, notre département accuserait une chute de 20% des médecins généralistes, quand la France, elle, fait face à une baisse de 8,4%. Les enjeux du vieillissement de notre population, mais aussi les opportunités que génère cette silver economy, font partie des enjeux de demain. Comment accompagnerez-vous les citoyens de notre circonscription à la fois dans ce constat de désertion médicale et comment pensez-vous pouvoir saisir l'occasion que nous avons de développer cette nouvelle forme d'économie ? Effectivement, c'est aussi un constat que l'on a fait. Donc, c'est pourquoi effectivement les médecins désertent, on va dire. Donc, bon, ça semble assez logique, hein. Mais c'est, on va dire, comment on peut amener les médecins à s'implanter dans nos campagnes, on va dire, hein, puisque notre centre-ville est assez bien pourvu, même si les besoins débordent un petit peu dans les services hospitaliers ou cliniques. Tout simplement, je pense que déjà, c'est au niveau national, il faut faire, on va dire, sauter le numerus clausus qui limite le nombre de médecins. Ensuite, on peut, je pense, dans les campagnes, créer des pôles multi-compétences, on va dire, dans le domaine de la santé, pour alléger un petit peu les structures pour les médecins, qu'ils n'aient pas un cabinet à leur charge. Donc, qu'il y ait un partage de structures entre plusieurs médecins. Faire des petites maisons de santé où le public n'aurait pas à faire 30 km, enfin le public, pardon, les patients, on va dire, n'aurait pas à faire 30 km au minimum pour se rendre, pour soit consulter un médecin généraliste ou même un spécialiste. Merci. Merci de votre réponse. On va faire un point timing. Nous sommes à 10 minutes 02 de temps restant et vous avez 6 questions. On va dire que vous êtes dans un bon timing. Vous avez le temps. Troisième partie, les talents de notre territoire. De nombreux jeunes quittent le département pour accéder à une offre de formation supérieure plus large. Dans le même temps, nos entreprises cherchent à recruter des talents. Quelles actions mettre en place pour garder les jeunes sur notre territoire et où faire revenir les talents dans notre département? Très bien. C'est vraiment, on est sur le thème demain, hein, comme je répondais tout à l'heure. Les jeunes, c'est l'avenir. L'avenir, pour qu'il reste dans notre territoire, il faut lui proposer aussi un emploi. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est d'arrêter de centraliser les emplois sur les grandes métropoles, mais délocaliser un petit peu cet emploi sur nos départements. On a du territoire et avec les moyens actuels, par exemple via le télétravail ou en mettant un service logistique pour accompagner les entreprises, je pense qu'on peut implanter des sociétés, des grandes sociétés sur notre territoire. Et après aussi, on a quand même un artisanat, on a quand même, je veux dire, du commerce sur notre Lot-et-Garonne. Mais il faut aider, je pense, les artisans pour créer de l'emploi, donc alléger les charges, pour qu'ils puissent embaucher, par exemple, de jeunes apprentis, puisque je suis formateur d'apprentis, je peux en parler.
Aujourd'hui, les entrepreneurs ont besoin d'aide, on va dire. Merci. Question numéro 6. Nos parents n'ont eu qu'un seul métier dans leur vie. Nous aurons 4 ou 5 métiers. Nos enfants auront probablement 15 ou 20 métiers. La formation continue va donc prendre une place fondamentale dans les années à venir. Comment votre action peut accompagner cette révolution ? Je pense qu'il faut proposer au gouvernement de mettre en place une sorte de crédit formation pour les personnes. C'est-à-dire qu'une personne, un employé, disposera de ce crédit tout le long de sa vie pour pouvoir se former, on va dire. C'est un budget, je pense, un budget formation par personne. Pour accompagner ce changement, aujourd'hui, oui, les métiers changent, les techniques changent. On va dire, si selon la géographie, effectivement, les métiers peuvent encore changer. Donc, il y a plein de facteurs qui font que les métiers changent. Et il faut accompagner ce changement, développer la formation professionnelle, peut-être ouvrir la barrière, le plafond de verre qui limite l'apprentissage aux jeunes actuellement. Ça peut être fait, je pense, pour les personnes de plus de 30 ans. Ça se fait pour les jeunes, ça peut se faire pour les plus de 30 ans. C'est une méthode qui a fait ses preuves, l'apprentissage, tant par la qualité professionnelle que pour l'insertion dans le monde du travail visé, on va dire. Voilà, je pense, c'est un sujet à creuser, hein, mais voilà à peu près les thèmes généraux que je propose. Merci. 4e partie, l'économie. Quelle serait la priorité de votre mandat en termes de développement d'infrastructures pour assurer la meilleure dynamique économique pour notre circonscription? En termes d'infrastructures, pour l'économie, Oui. Mais, déjà, économiquement, en infrastructure, on peut parler de notre vieille ligne TGV, parce que je pense qu'il faut la rénover. On parle beaucoup de la LGV, mais on a aussi, il ne faut pas l'oublier, une ligne TGV et autres, hein, transport qui fait du transport de matériaux, transport de matières premières. Et aujourd'hui, elle ne tourne, je sais qu'elle ne tourne pas 100%, puisqu'on est obligé souvent de faire des petites interventions sur les lignes. Donc ça freine, je pense, une partie de l'économie. Ensuite, en infrastructure, certains proposent, par exemple, pour rénover le canal, par exemple, se servir du canal pour le transport. Hein. Ça s'est fait, ça se fait un petit peu encore. Ça peut être une solution. Il faut vraiment envisager toutes les solutions viables, on va dire. Niveau économie, on a donc l'aéroport d'Agen. Je pense que c'est aujourd'hui un élément clé pour Agen. C'est ce moyen direct pour rejoindre Paris, mais je pense qu'on peut étendre d'autres lignes peut-être, selon la demande. Mais bon, c'est un cercle vertueux. Plus on va augmenter les moyens d'infrastructure, et plus il y aura de demandes. Merci. Merci. 8e question. Un chef d'entreprise vient d'investir plus d'1 million d'euros dans un projet de commerce avec des créations d'emplois à la clé. Sur 100 candidats dont le CV correspondait à la fiche de poste, 30 se sont présentés, 8 ont été retenus et un seul a accepté l'offre d'emploi. Comment pouvez-vous rassurer ce chef d'entreprise et les futurs investisseurs de notre circonscription? Donc, si je comprends bien, oui, donc il visait 100 postes, si j'ai bien compris. Alors, cet employeur cherchait à embaucher du personnel pour sa nouvelle entreprise. Il a donc fait appel à Pôle emploi Oui. En fournissant une fiche de poste. Pôle emploi lui a déclaré avoir 100 demandeurs d'emploi qui correspondaient. Oui. Ils ont convoqué ces demandeurs d'emploi. 30 seulement sont venus. 8 correspondaient à ce chef d'entreprise. Oui, et un seul a accepté de prendre le job. Effectivement, c'est un problème. Aujourd'hui, je pense, il y a, je ne sais plus, 1,7 million, je crois, de chômeurs longue durée. Et je pense que c'est difficile pour des personnes comme ça qui n'ont
pas pu trouver d'emploi pendant un certain temps, de se relancer après dans le monde du travail, par exemple. Je pense que c'est psychologique, hein, c'est un vrai problème psychologique. C'est pas, je pense pas de la mauvaise volonté. Mais je pense qu'il faut accompagner ces personnes. Je pense qu'on peut faire des stages d'une demi-journée, peut-être par semaine, où on va leur trouver un petit emploi, quelque chose, pour qu'ils n'oublient pas ce que c'est le travail, mais surtout qu'ils n'aient pas après l'appréhension de reprendre ce travail en se sentant un petit peu en décalage, un petit peu avec les autres. Je pense que ça, ce serait une première mesure. Ensuite, on va peut-être en revenir à la formation professionnelle. Est-ce que par rapport aux compétences que cherchait cet entrepreneur, est-ce qu'il y a un public qui est formé derrière pour subvenir à ce besoin? Donc ça, c'est un autre sujet peut-être à étudier. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Peut-être des mini-formations pour l'insertion des personnes pour qu'ils s'adaptent le mieux possible à l'entreprise, peut-être. Merci. Merci. 5e et dernière partie, questions diverses. Suite aux différentes affaires politico-judiciaires, la loi sur la moralisation de la vie politique est en cours de préparation. Nous ne connaissons pas le contenu exact de cette loi, mais quelles seraient vos propositions d'amendement pour que ce texte soit parfait? Alors effectivement, on ne connaît pas encore ce qu'il va y avoir dans ce texte. Je propose effectivement un grand projet de moralisation. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu que le gouvernement abondait dans ce sens, bon, j'étais ravi. Par contre, j'attends effectivement de savoir ce qu'il y a dedans. Déjà, un casier judiciaire vierge, ça me semble vraiment indispensable. Moi, je suis enseignant. Pour pouvoir être enseignant, il faut un casier judiciaire vierge, comme beaucoup de métiers aujourd'hui. Donc, je pense qu'en tant qu'élu de la nation, il est inconcevable d'avoir une seule ligne sur ce casier judiciaire. Le casier doit être vierge, déjà. C'est une première chose. Ensuite, toutes les personnes qui sont potentiellement mises en examen, je pense qu'il doit y avoir un retrait de la vie politique, le temps que l'affaire, par exemple, ça peut être aussi, on peut être innocenté comme inculpé, mais le temps que l'affaire soit jugée, malheureusement, je pense que la personne doit se retirer parce qu'elle n'a entre parenthèses plus la confiance de ses électeurs, par exemple. Donc il y a plein de choses à voir, mais surtout, comme on peut le voir, les gens qui ont déjà été condamnés ne doivent plus être élus du peuple, tout simplement. Merci. Avec plaisir. Dernière question. Soyons sport, le lieu s'y prête. Si vous n'étiez pas candidat, pour lequel de vos 12 concurrents en lice voteriez-vous et pourquoi? Si je n'étais pas candidat, c'est compliqué. C'est très compliqué vu que si je suis candidat, si je me suis engagé politiquement, vu que c'est la première fois que je m'engage, c'est effectivement parce que je ne voyais plus pour qui je voterais. Parce que, comme beaucoup, je pense, j'ai été vraiment déçu par la politique française en général, hein, qu'elle soit locale ou qu'elle soit nationale. C'est pour ça que je me suis engagé. Donc aujourd'hui, me demander pour qui je voterai, question compliquée. Je pense qu'on va remettre un petit joker. Merci. Il vous reste quelques minutes éventuellement si vous souhaitez conclure, dire 2 mots. Pour conclure, je veux être le candidat qui va représenter une autre vision que notre président actuel. Il nous a promis pendant sa campagne une hausse du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on parle d'augmentation de CSG, par exemple. Donc pour moi, déjà, il y a un décalage avec la promesse et les actes. Nous, à Debout la France, et particulièrement moi, je suis plus pour l'augmentation du pouvoir d'achat par la relocalisation de nos entreprises, pour redonner des emplois
et ainsi de suite. Donc plus de travailleurs, il y aura plus de cotisations, plus d'argent pour nos retraités, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Donc on ne supprime pas les emplois de fonctionnaires, et ainsi de suite. Bien, merci Benoît Ruissès d'avoir joué le jeu. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Alexia. Merci Nicolas.